Bonjour. Je confonds le micro et le stylo. Ça va, la lumière? Bulle, la lumière, ça va? Un peu dans la lumière? Je vois personne. Non plus. Vous êtes là? Oui. À moins qu'il y ait une caméra quelque part. Non. Non. Bon. On peut baisser alors, ouais. Là, c'est mieux. Un peu plus intime, ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je vois quelqu'un ça. Ah oui. Ça y est, on commence à vous voir. On est ravis. Je suis intimement ravi de revenir ici à La Roche-sur-Yon dans ce théâtre. J'aime beaucoup voir des films, mais en compagnie de Bulle Ogier pour une actualité magnifique. Comment raconter ça? Voilà, dans le courant de l'année, comme journaliste, on nous dit tiens, il y a Bulle Ogier qui prépare un livre de mémoire, un livre de souvenirs. Moi j'adore Bulle Ogier, je suis content. Mais les livres de souvenirs d'actrices, d'acteurs, même de cinéastes, c'est souvent pas des très 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 grands livres de littérature, c'est des livres de souvenirs, d'anecdotes. Et puis on reçoit, dans le courant de l'été, ce qui est encore à l'époque un jeu d'épreuves. C'est moche, hein, les jeux d'épreuves, ça ressemble à rien. Ça s'appelle J'ai oublié. On se dit, ah, tiens, elle est bien quand même. Elle a trouvé le meilleur titre qui soit pour un livre de mémoire, J'ai oublié. Un anti-livre de mémoire. Et on commence à lire ce livre. Et ce livre de mémoire ne ressemble à aucun livre de mémoire. Ni d'acteur, ni de... peut-être un livre de grand écrivain. Le premier livre d'un grand écrivain, peut-être. Voilà, Bulle Ogier. Coécrit avec une très grande journaliste, Anne Diaktine, que vous avez pu lire à Libération, OL, enfin voilà, des très très grandes plumes du journalisme qu'il faut saluer aussi. Je pense qu'il y a un dialogue, il y a une connaissance intime entre Bulle et Anne qui a permis ce dialogue-là. Mais ce livre a une couleur, il a une musique particulière, il a le phrasé incroyablement particulier de Bulle dont on va parler, j'imagine. Je ne sais pas du tout de quoi sera faite la conversation. Je le sais parce que, en général, je ne prépare pas beaucoup. Je lis les choses avant, mais je ne prépare pas de questions écrites. Mais je sais qu'avec Bulle, de toute façon, c'est pas possible, parce qu'il y a toujours un moment où, voilà. Ça va partir librement dans j'espère, beaucoup de joie ou beaucoup d'intimité. C'est comme ça qu'on a eu envie, en fait, de ce dialogue, qui, voilà, j'espère vous amener une petite heure, à peu près, comme ça. Mais peut-être que pour introduire justement ce magnifique J'ai oublié, il faudrait... Oh là là, j'ai mis mes notes, elles sont là. Qu'est-ce que c'est? Quoi qu'on soit quoi? Ah d'accord, oui, qu'on soit pas... Ah oui, qu'on soit pas trop... Oui. Oui. Je suis pas acteur, moi je sais pas. Tiens, voilà. On est là. Page 19. Non, c'est pas page 19, c'est où? Ça, c'est un très joli théâtre. Voilà. Oui. Page 21. C'est fantastique d'avoir des théâtres comme ça dans plein de petites villes. Ouais. Pas si importantes du point de vue du nombre de personnes, de citoyens, je sais pas, d'avoir des théâtres comme ça très jolis. J'ai eu l'occasion de faire une tournée pendant 3 ans, pas tous les jours évidemment, à travers la France, et j'étais toujours étonnée de voir qu'il y a tellement de richesses chez nous, on râle tellement, tellement de richesses pour aller au théâtre, pour voir des expositions, pour entendre de la musique. Voilà, c'est mon introduction par rapport à ce théâtre. Moi, si tu le permets, Bulle, je vais lire, j'ai l'autorité de reprendre ta parole et lire 3 lignes de la page 21 du livre. Ce sera ma première question. Tu écris: j'aime bien quand un cinéaste me présente à un autre cinéaste, ce n'est pas de la cooptation, ce sont des flots, des agrégations de fleuves, et je me laisse porter par le courant. C'est cela que j'appelle faire carrière, si le mot a
un sens me concernant. Alors, cette carrière, cette anti-carrière, cette nouvelle. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression d'être le symbole d'une carrière. Encore moins d'une carriériste. Non, disons que j'ai fait un chemin, une route qui me semble assez cohérente par rapport à ma vie, à ce que j'aime rencontrer, à ce que j'aime faire. Si c'est ça, la carrière. Mais voilà. Tu rêvais, plus enfant, adolescente, d'être actrice? C'était une ambition chez toi? Pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, j'avais une mère qui était peintre. Et tous les dimanches, on allait au concert, soit à la salle Pleyel, soit au concert Colonne, soit à la salle Gaveau. Et le matin, on allait écouter un organiste qui était connu, qui s'appelait Marcel Dupré, à Saint-Sulpice. Donc j'étais plutôt dans la musique, par ma mère. Et mon rêve, c'était d'avoir une très belle robe et d'avoir un piano à queue et de jouer des choses magnifiques. Voilà, c'était ça. Puis c'était un rêve, parce que ma mère m'avait donné des leçons de musique et très vite j'ai abandonné après 2 ou 3 petites pièces de Schumann qu'on apprenait à tous les enfants. Que tu massacres. Voilà, donc j'étais pas du tout introduite au cinéma ou au théâtre par ma mère en tant qu'enfant et préadolescente et adolescente. Tu t'intéressais même très peu, de très loin au cinéma. Tu n'y allais quasiment pas. Non, j'allais dans un cinéma de quartier. Il y avait beaucoup de cinémas de quartier. Alors j'étais dans le 16e arrondissement, mais dans le côté pas très chic du 16e. Et donc j'allais au cinéma Excelmans, qui n'existe plus, aux Orphelins d'Auteuil, qui étaient rattachés à l'église Notre-Dame d'Auteuil, à Passy. Enfin, tous ces cinémas, ils n'existent plus, hein. Mais je ne sais plus très bien ce que je voyais. Tu voyais pas, en tout cas, tu voyais pas les actrices, tu t'identifiais pas du tout à l'actrice comme un idéal de fille ou de métier ou d'avenir pour toi. Pas du tout, non. C'était un autre monde, et c'était pas un monde que, donc vous avez compris, j'étais très proche de ma mère, qui intéressait ma mère. Qui était plus proche de la musique, des musiciens, de ce temps-là de la culture. Voilà, par son propre père, Augier, qui avait son orgue chez lui, rue de Bourgogne, dans le 7e arrondissement, et qui jouait à 4 h du matin de l'orgue, les fenêtres grandes ouvertes. Voilà, donc j'étais pas du tout affrontée à l'idée d'être une actrice, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que quand je sortais de l'école de la Providence, ou de la Pompe, à Paris, il y avait une très jolie jeune fille qui passait avec son cocker devant moi. Et puis mes 2 copines de classe, et on disait, t'as vu comme elle est belle cette fille? Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle cette fille! Évidemment, c'était Brigitte Bardot. Ah oui. Elle habitait à Passy, pas loin de mon école, donc, et elle sortait de chez parents pour aller promener son chien, avant de rencontrer Vadim. Ouais. Et quand Bardot a explosé avec Et Dieu créa la femme en 57, si je ne dis pas de bêtises, toi, là, par contre, ça a été un déclic pour toi. Tu t'es dit, ah, tiens, c'est peut-être parce que tu avais vu passer cette fille, tu t'es dit, c'est peut-être ça, il y a peut-être quelque chose de ça pour moi. Toujours pas. Pas du tout. Toujours pas. Non, c'est juste la vie. Ouais. Non, parce qu'après, j'ai rencontré le père de ma fille, on avait 17 ans, Ouais. on avait tout juste passé nos bacs, et après, est arrivé un petit enfant, parce qu'il n'y avait pas encore de pilule anticonceptionnelle, donc
quand on était enceinte très jeune, on se mariait. Ouais, Voilà. Donc, j'étais tout à fait en dehors de mon imagination d'être acteur, d'être actrice. Alors, comment c'est arrivé? Par quelle rencontre? Par quel accident? Mais c'est arrivé par un accident très simple. J'ai divorcé 1 an et demi après m'être mariée. J'ai jamais tant pleuré que le jour de mon mariage parce que pour moi la vie était terminée, s'arrêtait net, par force. Et effectivement, mon jeune mari, qui était musicien de jazz, jouait dans les théâtres de Saint-Germain-des-Prés. Et en même temps, il ne voulait pas faire la guerre d'Algérie, donc il faisait un régime très violent pour être réformé, ce qu'il a été. Et puis, où j'en suis? Tu divorçais, toi, pour être. Ah oui, j'ai divorcé. Alors, j'ai trouvé un job chez Chanel, grâce à un chanteur qui s'appelle Guy Béard. Et sa femme était mon amie de classe, Cécile Ducharmel, c'était sa première femme, avec laquelle Marc O a fait aussi notre première pièce d'élève, si je peux dire. Donc, moi, je travaillais chez Chanel je faisais tout. Je rangeais la table, je rangeais les chaises pour les défilés. C'est marqué dans le livre. C'est marqué dans le livre, tu sois d'assistante, d'assistante à tout faire. Oui, enfin, j'essayais de me cacher parce que Coco Chanel, j'étais pas tellement son style. Elle aimait les gens très sophistiqués, les jeunes femmes, pas les fausses petites femmes encore. Que tu étais. À moitié. C'est comme ça que tu te définis. À moitié faite. Et puis un jour, j'ai un ami qui s'appelait Jean Sobieski qui est venu me chercher à la sortie de Chanel, rue Cambon, avec Marc O. Ouais. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans ta vie. Hein? Dans ta vie. Et comme Marco est rentré dans ma vie, moi je suis rentrée dans la vie de Marco qui avait à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dirait, un atelier d'acteurs. Je sais pas, marqué dans la salle, mais oui, c'est une école, un atelier. C'est beaucoup moins scolaire et beaucoup moins. Moins formel, mais en tout cas, je l'ai suivi. Un laboratoire. Un laboratoire. Un labo, tellement ça avait l'air expérimental quand on le lit. L'un comme l'autre. Voilà. Donc. C'est quoi? C'est un théâtre? C'est un cabaret? C'était au Centre américain, l'American Center. L'American Center, pour ceux qui connaissent Paris aujourd'hui, était situé dans les locaux qui sont aujourd'hui ceux de la Fondation Cartier, je dis pas de bêtises. Exactement. Var Raspail, dans le 14e arrondissement, dans l'ancien bâtiment, très bel espace. Et à l'époque, l'American Center était un des endroits où on inventait le plus de formes artistiques. Non, c'était un des hauts lieux de l'avant-garde de la France des années 60, de Paris des années 60. Oui, du point de vue de toute la recherche, de l'amusement, de l'inventivité, de tout, j'imagine. Il y avait beaucoup de peintres, d'artistes. Musiciens, de Boulez, il y avait des artistes, les peintres Armand, Tinguely, Rauschenberg, il y avait Henri Miller qui venait avec ses 2 filles pour aller à la piscine. Il y avait une piscine dans le... Oui, il y avait la piscine. Il y avait le thé dansant à 4 heures de l'après-midi où il y avait les jeunes américaines qui venaient manger des gâteaux et danser. C'était des étudiantes qui étaient à la où est-ce qu'elles étaient? Je sais pas. À la Sorbonne. À la Sorbonne, peut-être. Et c'est comme ça je ne sais pas si Marco a la même mémoire que moi, mais moi, c'est comme ça qu'on a vu l'assassinat de Kennedy à la télévision pendant ce thé dansant. Raconte-moi un peu, c'est-à-dire
il est 16h, 17h, tout le monde prend un peu le thé. Bah alors, ça ne devait pas être en direct Je sais pas si, Si, ça devait être si, en direct probablement. avec le décalage horaire. Avec le décalage horaire, forcément. Oui, Ouais. Fin d'après-midi pour. Oui, fin d'après-midi pour Voilà. nous, ça devait être le début ça devait être de la fin de la matinée pour eux. oui. C'est ça, je crois. Ouais. que Oui, oui, c'est ça. peut-être pas le direct, mais en tout cas, C'était dans la l'événement nuit. venait d'avoir lieu. Je pense que ça devait être, on serait avec un petit Oui, décalage. je crois que c'était en direct. Ouais. Je crois que tout le monde est resté. Oui, ou une sorte de, on dirait breaking news. Enfin, on arrête tout et la télévision montre le. Enfin, c'est pas, Dallas. c'est pas tout à fait en rapport avec l'acteur, mais bon, c'était pour vous dire le lieu où j'ai commencé à m'éclore, si je peux dire, Ouais, du point de vue d'être nourri par les artistes peintres, par Marco, par ce qui se passait dans le monde. Voilà. C'est une précision que tu donnes et qui est très belle, c'est que tu suis Marco avec cet atelier, cette troupe, enfin, expérimentale, très libre, très collective, qui travaille de façon très collective. Et tu l'es désignée immédiatement comme étant actrice, ou alors tu es un peu spectatrice de cette ambiance-là, elle te plaît, elle t'attire, tu es jeune, il y a cette énergie géniale, et tu te dis super, j'ai envie de faire partie de ce groupe, ou tu te dis je veux être actrice avec ce groupe-là, et maintenant mon truc ça va être l'acteur, le jeu. Ah non, non, pas du tout. Non, je suis restée longtemps assise, comme vous tous, à regarder ce qui se passait sur la scène, ce que Marco faisait faire. Vous avez une vingtaine, trentaine de gens qui voulaient être de jeunes, qui voulaient être acteurs ou actrices, et puis finalement qui ont changé de voie, qui sont allés à la télévision, qui sont devenus journalistes, qui sont devenus autre chose, qui n'étaient pas faits pour être acteurs. Voilà. Et moi, je suis restée. Tu voulais devenir journaliste. Moi qui voulais devenir journaliste. Et c'est comme ça que j'ai regardé pendant de longs mois. Ah oui, pendant des mois. Moi, je pensais que parce qu'il y a une phrase incroyable dans le livre Bulle reprend une phrase de Marco qui lui dit, on l'a cité tout à l'heure dans une précédente conversation, tu devrais traverser la salle, ça te ferait du bien. C'est une intuition. Tu devrais traverser la salle, ça te ferait du bien. Marco dit à Bulle, et qui est un peu le moment initiatique, enfin, voilà, de passer d'un stade à un autre, qui est une phrase géniale, une intuition. Mais je pensais que cette phrase-là, Marco avait fini par te la dire au bout de 4 ou 5 jours où tu étais spectatrice comme ça de cette énergie collective. Donc ça a duré des mois. Oui, oui. Enfin, moi, dans ma mémoire, c'est des mois, mais peut-être que ma mémoire déforme les choses, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est. Si Marco ne t'avait jamais dit cette phrase-là, tu serais restée spectatrice, puis un jour t'en aurais eu marre, et retourner chez Chanel ou ailleurs. Oui, je n'avais pas beaucoup d'idées. Non, mais probablement que je comptais sur Marco pour trouver une voie. Qu'est-ce qui se passe justement? Tu traverses la salle et tu te mets à jouer. Et si tu es encore là aujourd'hui, pour toi comme pour nous, ça veut dire qu'il se passe quand même quelque chose de très très fort. Un micro. Je crois qu'après on a travaillé sur une pièce de Marivaux, Le Triomphe de l'amour, et qu'on a joué, et que finalement, de tous les acteurs qui étaient sur scène, il s'est trouvé que j'étais celle qui avait été le plus retenue par les spectateurs et par Marco lui-même. C'est comme ça. C'est comme ça, après j'ai pris du plaisir. Voilà, c'est toi. J'ai pris du plaisir à voir que je pouvais vraiment donner du plaisir aux spectateurs, aux gens qui étaient là. C'était une pièce pour élèves, de fin, comme on dit maintenant, de fin d'année, ou je ne sais pas quoi. Oui, de workshop, d'atelier. Oui, c'est ça. Chose comme ça. Mais Marco est là, il pourrait donner son impression. Je vois que Mais c'est juste ce que je dis, non? Marco. Il s'endort. Il est là derrière. Voilà. Ouais.
Hein? Oui, je les raconte très bien. Ah bon, C'est bien. merci. Voilà, et après j'ai eu du plaisir à ce que Marco ait du plaisir et à ce que les spectateurs aient du plaisir, et après c'est parti. C'est de l'ordre de la confiance, c'est de l'ordre de la révélation pour toi. Parce que tu t'en parles étrangement, tu dis, c'est comme si toi tu n'es pas sûr de ce que tu ressentais sur scène, tu dis bon, les gens sont contents, si les gens sont contents, je suis si Marco est content, si les spectateurs sont contents, moi je suis contente. Mais j'imagine qu'à l'intérieur de toi, c'est beaucoup plus décisif que ça. Tu le caches un peu quand tu... Oui, peut-être. Peut-être. T'avais le trac, il y avait de ça? Le trac, Non. je l'ai toujours. Je l'ai même là. Je sais. Qu'est-ce que... On pense pas encore au cinéma, on est au théâtre, on est avec Marco, et tu parles, tu dis une chose très très belle dans le livre, c'est le début d'un chapitre qui doit être au 6e ou 7e, et tu fais la recension de toutes les caves qui ont été décisives dans ta vie. Et dans ces caves-là, il y a les fameuses caves justement de certains cabarets ou bars à Saint-Germain ou vers Saint-Michel à l'époque, dans le 5e arrondissement à Paris dans les années 60, dans lesquels se sont justement, enfin Marco, toi, toute l'équipe qui ensuite sont venus, Pierre Clémenti, Jean-Pierre Calfon, Michel Moretti dont on a parlé aussi tout à l'heure, d'un coup vous avez occupé les caves et vous êtes mis à jouer librement. Oui. Voilà. Oui. Un peu dans le noir, un peu tapis. Enfin moi, les caves, je les ai connues à la guerre, déjà. Les premières, ouais. Oui, les premières caves que j'ai connues. Celles où vous vous réfugiez pour... Oui, celle où on se réfugiait quand j'étais à Paris, avec ma mère. Il y avait les bombardements sur Boulogne-Billancourt, et donc ma mère disait, oh non, on va regarder le feu d'artifice. J'étais petite, j'avais pas 2 ans. Et puis les caves étaient très joyeuses parce qu'il y avait plein d'enfants, donc on s'amusait. Et puis, je sais pas, je mélange avec l'endroit aussi où j'étais à la cave avec, en Mayenne, avec la sœur de ma mère et tous mes cousins qui étaient... des endroits où vous les protégez. Et comme ce manoir était réquisitionné par les Allemands, on était à la cave. Donc ça a commencé très tôt, les caves, pour moi. Ouais. Donc, Pérec avait les lits, tu te souviens, Pérec faisait le listing de tous les lits où il avait dormi. Toi, c'est les caves. Georges Pérec faisait le listing de tous les lits dans lesquels il avait dormi. Ah oui. Ouais, il essaie de se souvenir de tous les lits. Il a aussi Bernard Ollier. Toi, c'est les caves. Quoi. Ça, c'est vraiment troublant. Et bien sûr, parce que, en fait, la cave qui a compté du point de vue du théâtre, c'est la cave de Maurice Chirodias, où on a commencé à jouer la pièce de Marco, les Playgirls, avec Pierre Clémenti, Michel Moretti, Higelin est venu, il y avait les musiciens Jean Vienner, je ne sais pas si tu sais, je crois qu'il a fait de la musique du... Jean Vienner, il a fait plein de musique de film. Plein de musique du Troisième Homme, je crois. Troisième Homme, oui, hein? exactement. Voilà, donc on a là, dans cette cave, on a commencé à se faire connaître, et c'était bizarre parce que il y avait beaucoup d'éditeurs qui venaient nous voir. Il y avait peut-être 80 places, 70 places, et il y avait beaucoup d'éditeurs. Il y avait Maspero qui était dans le bout de la rue. Cet endroit appartenait à un éditeur, Maurice Chirodias, qui était lui-même, qui avait édité Nabokov, Lolita. Pour raconter, oui, c'est l'éditeur sans doute qui a eu le plus de procès, l'éditeur le plus sulfureux à Paris à la fin des années 50 au début des années 60. Parce qu'à la fois il est éditeur de livres en anglais, qui sont faits pour le marché américain, qui ne sont pas traduits, sous le nom de Olympia Press. Et il traduit librement depuis Paris des œuvres qui sont interdites aux États-Unis. Donc il y a Lolita de Nabokov, il y a le Fasten de William Burroughs, et puis son frère Eric Kahn, qui est aujourd'hui considéré comme sans doute un des très 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 grands traducteurs du XXe siècle, traduisait ces ouvrages-là,
pour la France, et soit il en était l'éditeur, soit Gallimard récupérait plus tard. Mais il avait aussi cette particularité d'avoir le Saint-Sébrique, donc un bar, restaurant, cabaret, avec une cave dans laquelle vous jouez. Donc c'est un personnage qui est incroyable dans le paysage intellectuel français de la fin des années 50, de début des années 60. C'est le personnage le plus séduisant et dangereux, presque, on a envie de dire. Oui. Ouais. C'est quelqu'un qui était poursuivi de procès, de censure tout le temps. Enfin. Mais nous, on s'en rendait pas compte. Nous, les jeunes acteurs. Marco s'en rendait compte, mais pas après nous. Nous, on ne s'en rendait pas compte de ça. Et en fait, il avait trouvé cette cave en grattant une pierre avec sa sœur, et puis tout d'un coup, ça s'est écroulé. Et ils ont trouvé des caves qui devaient dater de l'époque de Saint-Séverin, enfin, l'église Saint-Séverin, ou Notre-Dame, enfin, très, très ancienne. Et il a décidé, quand il a vu nos travaux à l'American Center, de nous faire venir dans cette cave, et on a eu... c'était bizarre parce que, je ne sais pas si c'était à cause de Girodias ou à cause de nous, en tout cas ça devait être ensemble. On a eu beaucoup de gens qui faisaient ce qu'on appelle vulgairement un très bon bouche à oreille sur ce qu'on faisait. Et nous, on ne se rendait pas vraiment très bien compte de tout ça, les acteurs. Une de ces pièces de Marco est devenue un film que ça, j'imagine beaucoup d'entre vous qui sont là cet après-midi ont vu hier, qui est Les Idoles. Donc quelqu'un a pensé. Raconte un peu cette folie-là, Les Idoles. Gigi la folle, ce personnage incroyable, cette version exagérée et en même temps peut-être très très juste des grandes chanteuses pop de l'époque, comme je sais pas, je pourrais penser à qui, à France Gall, une sorte de France Gall exagérée, non, je sais pas, j'ai toujours vu un peu comme ça. Oui, oui. Ouais. Raconte cette aventure, parce que le film est fou, il est hors norme, et l'aventure est hors norme aussi. Mais je ne sais pas si les gens ont vu. Si, on l'a vu hier. Si. Ah oui. Eh bien, on a joué cette pièce pendant un an, et on l'a repris après. On l'a joué dans encore un lieu qui a été créé pour nous par un autre mécène, si je peux dire, qui s'appelait Casanova, Maurice Casanova, qui avait le club Saint-Germain où venaient des grands jazzmen américains. Et il y avait en face, rue Saint-Benoît, à côté de chez Marguerite Duras d'ailleurs, il y avait une imprimerie qui était désaffectée, donc il l'a racheté et il nous l'a cédé pour jouer. Et on a répété. Ça s'appelait le Bilboquet. Ça s'appelait le Bilboquet, voilà. Le théâtre du Bilboquet, rue Saint-Benoît. Vous avez joué les Idoles. On a joué les Idoles, on a répété d'abord. Chez Marie-Laure de Noailles, tu disais. Chez Marie-Laure de Noailles, qui était une grande Marie-Laure de mécène. Noailles, qui était déjà mécène de Louise Buñuel, avec. L'âge d'or, un chant d'amour. C'est ça. Mécène de Man Ray aussi, dans les années, tout ça à la fin des années 20, des années 30, et qui dans les années 60 est encore mécène, elle est encore à la recherche de l'avant-garde, et elle vous repère, et vous propose de répéter. De répéter dans son hôtel particulier où nous, on ne se rendait pas compte qu'on jouait on répétait en hurlant, tapant des pieds devant des Goya et devant des choses, devant des trésors mondiaux, planétaires. Déjà plus punk que les punks. Moi, j'étais très contente parce qu'il y avait une pompe à essence dans cet hôtel particulier à la sortie. Dans la cour, quoi. Ouais. Et comme ça, je pouvais mettre de l'essence gratuitement dans ma 2 chevaux. Et je pouvais raccompagner les uns et les autres chez eux. Mais c'est jusqu'au bout. C'est un peu joyeux tout ça. C'est très joyeux. Si on y pense. Comme beaucoup de ce que tu racontes, le livre est grave et joyeux, enfin il alterne, mais quand on le lit, gens de ma génération qui lisent ton livre aujourd'hui et qui
quand tu racontes un peu l'atmosphère qui était autour de la coupole, l'atmosphère autour de certains films, les idoles, l'amour fou, la vallée, on a Maîtresse, dont tu dis, on y reviendra plus tard, je dis que c'est un des films les plus, franchement, les plus joyeux, les plus harmonieux à tourner. C'est un film incroyablement violent, enfin, dans sa conception. On traverse enfin, moi qui ai 48 ans, je vois une époque et je me dis, mais oh, la chance. Donnez-nous, je sais pas, 40% de cette énergie-là, de cette joie-là, on a envie de ça. Tu la revois comme ça, cette période-là? Oui. Ouais. Oui, je la vois pleine de lumière et de joie. C'est une fin d'après-midi lumineuse à Paris. Oui, c'est peut-être la période la plus heureuse que j'ai vécue. Oui. C'est la coupole où il y a un stage avec Jean-Jacques Chou, les Jean-Noël, Pic, à tabler, c'est Barbet qui passe s'asseoir. C'est ça pour toi, les souvenirs de ces après-midi-là ou ces fins d'après-midi-là? On vient d'introduire un prénom qui est celui de Barbet. Oui, Barbet, c'est Barbet Schroeder. Le livre lui est dédié. Oui. Je lui ai demandé, parce qu'il n'aime pas du tout être exposé publiquement, et je lui ai demandé à la place si ça n'embêtait pas trop, et il était content. Alors, bon. Barbet est cinéaste, c'est un des très grands cinéastes de notre temps. Voilà, pour prendre une expression faite par d'autres et qu'on aime beaucoup. Et Barbet, quand tu le rencontres, il a déjà tourné Mort, C'est ça. son premier long métrage, il a tourné à Ibiza, avec la musique de Pink Floyd, ce film sur la drogue, ça très fort, très émouvant. Et toi, tu le vois, il est basé à Paris, il est quand même depuis une dizaine d'années, il est proche de Romer, il est proche de la bande des Cahiers du cinéma, il est proche de Jean Eustache, et il passe, il s'arrête à la coupole, il s'assoit à une table avec des amis. Oui, il s'assoit et ça, c'est dans le livre. Oui. Je suis peut-être le seul à l'avoir lu ici. On va pas dire tout le livre. Le livre est incroyable, il est incroyablement plus raconté. Non, mais c'est vrai que moi, j'étais avec Jean Eustache et Jean-Noël Pic, dont il a fait un film d'un de ses récits, qui s'appelle La Sale Histoire, et puis Jean-Jacques Choul, je ne suis pas tout à fait sûre, je ne voudrais pas faire mais enfin, c'est ce trio qui disait, ben voilà Schroeder, quelle merde, il va nous piquer les filles parce qu'il est beau, c'est énervant, à la fin c'est énervant. Et il s'assoit à notre table, puisque c'était ses amis, Eustache, Pic et Jean-Jacques Choul, c'était évidemment ses amis. Et après, tout le monde a décidé de continuer la soirée à la closerie des Lilas, qui était en général la dernière partie de la nuit. Et moi, Barbet me dit est-ce que je vous raccompagne? Et moi je me dis j'en profite, je profite de cette voiture. Oui. Toujours tes problèmes d'essence. Et il me raccompagne, et puis voilà. Et puis je compte jusqu'à 3. Si à 3 vous ne descendez pas de voiture, je fais demi-tour. C'est court 3. Hein? C'est court 3. Oui, peut-être c'était 7 là. 7 aussi, c'est court. Non, mais c'était pas beaucoup plus long. C'est pas beaucoup plus long. Non. Moi, je me souviens que c'était 3, mais lui, il m'a dit que j'exagérais, que c'était 9. Bon, non pour 7. Faisant un prix intermédiaire. T'es pas descendu? Ah, je suis pas descendue. Non, bah non, j'étais pris de court. C'est le cas de le dire, c'était trop court pour prendre une décision. Je suis une personne qui met du temps à prendre des décisions. Donc là, c'était vraiment très rapide. J'ai hésité, puis voilà, c'est tout. Il a fait demi-tour. Et tu t'es retrouvé quelques semaines plus tard au fin fond du monde à tourner avec Barbet un film incroyable qui s'appelle La Vallée. Oui, c'est ça, La Vallée.
Mais avant, on est allé à Bornéo, il a compté aussi jusqu'à 3 ou 4. C'était 3 semaines après. Hein. 3 semaines après, oui. Je t'invite à venir avec moi à faire des repérages à Bornéo pour mon prochain film qui devait se passer sur une île. Ouais. Donc on est parti, il a compté jusqu'à 3 et on est parti. Et après, ça n'a pas marché, l'histoire de Bornéo, des îles et tout ça, c'était trop compliqué. Donc ça a changé, on est revenu à Paris, on est reparti chez les Papous, en Nouvelle-Guinée, pour tourner La Vallée, avec le même Jean-Pierre Calfon, avec qui j'avais déjà fait L'amour fou et Les idoles. Donc on était en terre inconnue, on était 13 en tout, avec l'équipe. Nestor Almendros et son assistant. J'ai oublié son nom, tiens. Et puis l'ingénieur du son Jean-Pierre Rue et son assistant Machuel. Et puis les 4 acteurs, c'est-à-dire la script de Barbé, qui faisait actrice, Jean-Pierre Calfon, un acteur anglais Michael Gothard, que Barbé avait repéré dans un film de Les Diables. C'était quoi? Je ne sais plus. J'ai oublié. Enfin bref. Et puis Valérie Lagrange et son petit garçon, et moi. Donc en tout, on était 13. Et un type que Barbé avait trouvé pour faire la cuisine, éventuellement, et qui faisait un peu tout, quoi, mais qui était un pauvre type perdu en Papouasie, qui avait quitté l'Australie. Et il y avait aussi, donc en 13, hein, et il y avait celui qui s'occupait de descendre d'expédier les roches à Paris, qui se servait de l'avion de la mission, qui était là, une mission américaine, pour envoyer les roches sur Paris, pour savoir un peu, pour que Nestor Almendros sache ce qui se passe, si la pellicule s'est imprimée, si l'image est correcte. Et ce voyage dure combien de... Ce voyage qui est quand même un voyage lointain, un voyage incroyable, un voyage libre. Il est même hors norme, même quand on a tendance à décrire la fin des années 60, le début des années 70 comme des grands voyages tiers-mondistes. Les gens partaient à Katmandou, mais là on est encore au-delà, on est encore à la limite de la limite, parce que vous partez à 13 dans une aventure de cinéma en scope, en plus, si je me souviens. Oui, en scope avec une caméra très très lourde. Énorme. Énorme. Qui était porté sur un bâton par 2 papous. Et... Avec un chef opérateur qui essaye en plus d'apprendre la langue locale, le dialecte. Oui, le dialecte, oui. Pour être complètement en fusion avec la tribu, avec laquelle il est filmé. Voilà, c'est une façon de faire du cinéma aussi qui est très puissante pour les gens de ma génération aujourd'hui, très loin on fait la commission, les CNC, on attend des mois, ensuite il y a les castings, tout le process qu'on connaît aujourd'hui actuel, les télévisions qui rentrent, les régions qui financent, on a l'impression d'une aventure électrique jusqu'au bout du monde, enfin que c'est un amour éperdu pour la planète, pour le cinéma, pour le collectif. C'est tout ça qui fait que ces films sont géniaux à revoir, qui ne bougent pas. Qui fait que quand on lit ton livre, il y a un incroyable sentiment d'admiration. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que c'est ta vie, mais nous on la regarde. C'était une chance parce que personne d'entre nous, les acteurs qui étaient là, on serait allés dans les montagnes de Nouvelle-Guinée. Encore peut-être sur la côte, parce qu'il y avait des bateaux qui venaient d'Australie, mais jamais dans la montagne. Jamais s'éloigner, disparaître à ce point de... Oui, pour découvrir une vallée qui finalement reste encore aujourd'hui un mystère. Parce qu'il n'y a pas de vallée du paradis. Enfin. On ne l'a pas trouvé. On ne l'a pas trouvé. Elle est couverte de nuages, cette vallée. Mais si on regarde... Non, c'est vrai, une aventure incroyable.
qui ne pourrait pas exister maintenant. Si, avec ces toutes petites caméras. Si, oui, mais enfin, sur une énergie différente. Mais là, c'est fait en plus avec cette caméra en scope, c'est ça, c'est fait avec le même ciné, avec la même caméra qui tourne quand on filme de l'époque. Et on écoutait, pour savoir comment on jouait, s'ils on jouait pas trop mal, on écoutait toujours le son. Jean-Pierre Rull écoutait le son. Oui. Les acteurs écoutaient le son. Enfin, je ne peux pas raconter tous les accidents qu'il y a eu sur ce film. Il n'y avait pas un jour où il n'y avait pas quelque chose qui semble improbable sur un tournage, puisqu'on était dans des tribus qui n'avaient jamais vu des gens comme nous. Et puis en plus, on avait quand même Jean-Pierre Galfond qui décidait puisque les papous étaient tout nus avec juste une petite feuille, de se mettre tout nus aussi, et puis Valérie Lagrange, et donc on a eu un procès avec la mission, parce qu'on était des Européens qui donnaient mauvais exemple, et finalement, ce procès a arrêté le film pendant 8 jours, mais on a gagné le procès, parce qu'on a montré qu'il ne fallait pas faire de discrimination entre les papous et les occidentaux. Non, mais ce que tu dis est magnifique parce que c'est exactement les questions qui sont aujourd'hui au centre des débats les plus profonds, les plus radicaux intellectuellement. Le post-colonialisme, comment on va à la rencontre de l'autre sans s'emparer du discours de l'autre, sans l'écraser, sans avoir une espèce de maternalisme qui serait horrible. Là, vous êtes dans une expérience d'égalité avec la tribu. Non seulement l'aventure de cinéma est expérimentale, dingue, fait rêver, parce qu'elle est unique, mais en plus c'est fait par des gens qui ont juste envie de continuer à tenir la main d'une autre partie du monde, d'une autre culture, de dire on est pareil, on y va, on va parler, on va parler, on va échanger, on va s'entendre. On ne peut pas parler, mais on va s'entendre. C'est aussi une intelligence de ça. Ce qui moi, me fascine, on va parler d'un des films que tu as tourné avant et on va tourner après, mais les premiers films que tu tournes, ceux qui ont vu Les Idoles hier soir à La Roche-sur-Yon, savent à quel point c'est un film incroyable. Je ne crois pas que repasse L'Amour fou à La Roche-sur-Yon. L'Amour fou, c'est un film de Jacques Rivette que tu as tourné avec Jean-Pierre Calfon. Et donc, il y a aussi toute l'équipe de Marco dans le film. L'Amour fou, la durée de L'Amour fou, c'est 5h25, je ne dis pas de bêtises. 4h10. 4h10, t'es sûr de ça? 4h15. 4h15, oui, 4h. Non, c'est toi qui as raison. Bon, pour moi, c'est un des plus beaux films au monde, enfin, c'est un des grands films. Je l'ai revu il y a 2 semaines à la Cinémathèque. Oui, il est passé. Ouais. On était ensemble. On était ensemble. Je ne connais pas la timidité maladie. Je l'ai revu et je vois que chaque fois que ce film repasse quelque part, c'est pas si souvent, c'est un film qui m'habite, enfin, auquel j'ai vécu. C'est un film de 4h15. Enfin, c'est une expérience de théâtre d'un côté, et parallèlement, c'est la fin d'un premier amour, avec la violence de la fin d'un premier amour qui est racontée dans l'intimité comme rarement. Ça flirte avec la maman et la putain, avec parmi l'enfant secret, les très très bons films de l'intimité. Et là ensuite tu fais la balai, immédiatement tu as une actrice qui n'est que dans des projets qui sont, comment les décrire, presque des prototypes, enfin c'est des choses qui ne s'inventent, enfin, qu'on ne peut pas reproduire. C'est chaque fois des projets uniques qui ne ressemblent pas à un cinéma industriel. On ne sait pas si c'est une chance ou une malchance, je ne sais pas si tu le conseillerais à une jeune actrice aujourd'hui de ne faire que des projets fous, mais tu es embarqué dans une énergie, dans une époque folle qui produit des films fous, et dès qu'il y a un film qui est encore plus fou que les films plus fous, t'es là. T'es là, et tout le monde autour est là, et ça laisse des traces sublimes. C'est beaucoup de chance, alors. Bah ouais. Plus que ça. Il faut beaucoup d'amour pour ce cinéma-là. Oui, je ne sais pas. Je ne suis pas sûre que ce soit maintenant la meilleure façon d'être acteur. Oui. C'est plus compliqué. Parce que l'époque est compliquée ou parce que
Aujourd'hui, rétrospectivement, tu te dis j'aurais pu faire des films un peu plus sages, alternés. Ah oui, bon. En tout cas, bon. Quand tu reviens de la vallée, tu t'en reviens de la vallée. T'apprends que t'es une star. Ah oui. Il y a un film qui est sorti, que tu avais tourné en Suisse avec Alain Tanner, qui s'appelle La Salamandre. Tu incarnes une rôle de fille, Cunégonde. C'est Cunégonde? Ah non, Rosemont. Rosemont. Oui, Cunégonde, c'est un petit livre, une bande dessinée pour les enfants. C'est mon décalage horaire à moi qui me joue des tours. Tu joues Rosemont, et que Rosemont est passé à Cannes, et que à Cannes tu n'y étais pas, puisque tu étais en train de tourner la vallée. J'avais oublié que ça existait. Tu avais oublié. Oui. J'avais oublié même le film. Tu avais oublié le tournage, tu avais oublié La Salamandre. Oui, j'avais oublié la Salamandre. Parce que je ne sais pas si vous avez vu La Salamandre. Bulle, il incarne avec une force et une puissance, une obstination, un personnage de fille rebelle, on dirait. Je sais pas comment tu... Oui, rebelle, c'est un bon mot. Ouais. Qui est au cœur d'un fait divers, mais c'est pas tant le fait divers qui intéresse le film, c'est une enquête sur la fille, sur une jeune fille d'aujourd'hui. Ce serait un peu Santoine-Illois de Varda, mais 15 ans, 20 ans plus tôt, on dirait, je sais pas. Ce type de fille, en fait, ouais, tu fais un travail étrange, tu fabriques des saucisses dans un film imaginaire. Dans une usine, oui. Ouais, dans une usine. Des choses qui sont très loin qui peuvent sembler très loin de toi, de ce que tu racontes, de la coupole, de la bande du Bocquet, de Marco, et tu y es exact. C'est ça qui est, si tu veux, qui est fascinant. La puissance de La Salamandre, qui est ressortie l'an dernier à Paris, qui a un peu tourné en province, c'est un DVD même nouveau qui est arrivé, pour ceux qui n'ont pas pu avoir accès à ces copies-là. C'est la puissance d'une actrice qui joue juste ce qui est le plus dur à jouer, c'est-à-dire des gens qui sont hors société, des déclassés, enfin, tout ce dont on soupçonne que les acteurs ne sont pas ou ne sont plus. Et voilà, j'ai presque envie, parce que dans le livre, tu dis pas, tu as toujours caché ça. Alors, un magicien ne donne pas ses tours, mais tu donnes jamais comment tu l'as construit, cette fille, Rosemont. Tu enquêtes, tu vas à la rencontre de filles comme ça, ou tu t'isoles? Non, mais je pense que les acteurs, ils doivent garder un petit peu des secrets. J'ai entendu des acteurs plus âgés que moi, qui sont plus là, qui disaient ça. On a des secrets. Mais ce qui est étonnant, c'est que moi, j'avais complètement oublié que ce film avait été sélectionné par les Oscars comme film étranger, comme meilleur film étranger. Oui. Tu savais ça? Oui, je savais. Moi, je ne savais pas. J'avais oublié. Et c'est pour ça que je ne me souvenais pas pour quelle raison j'étais à Hollywood, dans ce fameux cinéma chinois où il y a la remise des Oscars. Je ne me souvenais pas pourquoi j'étais là. J'ai lu quelque part que ce film avait été sélectionné comme film étranger. C'est un film en 16 mm, noir et blanc, d'un metteur en scène qui n'est pas connu, avec des acteurs inconnus, et il est sélectionné comme film étranger. Oui, c'est fou ça. Mais avant ça, il était à Cannes, c'est ça, La Salamandre. Il était à Cannes à la quinzaine. Alors que toi, tu étais en train de tourner donc, chez les Papous, la vallée. Raconte, tu reviens en France et on te dit d'un coup, formidable, vous êtes, je sais pas, une star, c'est peut-être ironie, une star, parce qu'il y a toujours été une sorte d'anti-star. Mais d'un coup, la célébrité, t'es passé à côté, t'étais pas au courant que t'étais célèbre. Non, j'étais pas au courant, mais j'ai été mise au courant déjà par Bertrand Tavernier, qui était l'attaché de presse. À cette époque, il gagnait quelques sous. Avant de faire ses propres films, il était attaché de presse. Il avait accepté d'être attaché de presse de La Salamandre de Alain Tanner, qui avait fait un film magnifique qui s'appelle Charles Mort-ou-Vif, avec François Simon, le fils de Michel Simon. Pour cette raison, Tavernier avait accepté d'être l'attaché de presse, et c'est comme ça que j'ai appris que
que ça avait fait un événement à la quinzaine à Cannes, ou que j'avais fait un événement moi-même. Oui, parce que le film il est inséparable de ta silhouette, il est inséparable de ton obstination, il est inséparable de ton entêtement, enfin dans le film qui sont magnifiques. Je sais que tu ne veux pas nous révéler ce que tu vas chercher de ça. Mais ce qui me fait penser à... J'ai quand même envie de te poser encore des questions sur le jeu d'actrice, même si je sais que tu n'aimes pas ça. C'est peu après ça, tu as tourné Maîtresse de Barbara Schroeder, qui, je ne sais plus si le film passe... Oui, il est passé. Il est passé déjà. Et Maîtresse, c'est une femme très sophistiquée, c'est une dominatrice, comme on dit. Oui. Et c'est une femme très sophistiquée. Et c'est étonnant, on se dit comment cette jeune actrice peut passer d'une femme... D'une ouvrière, qui fait des saucisses comme ça à Genève dans une usine, avec autant de justesse, à une maîtresse SM qui développe une sexualité qu'on juge pas, mais qui est elle-même sophistiquée, enfin voilà, et qui est une femme très sophistiquée, qui est dans des tenues qui ont été dessinées par Karl Lagerfeld. On n'est plus du tout à l'usine en train de faire des saucisses. On est ailleurs. Et tu y es aussi juste. C'est ça, moi, qui me... Je sais que ça, la réponse, elle n'est pas dans le livre. C'est ça que j'ai envie de dire. Comment tu fais à ce moment-là pour te transformer autant et être... et taper juste. Quel travail tu fais? Tu t'isoles beaucoup? Tu observes? Non. Là, si, c'est pas la première fois que je pose cette question. Non, c'est vrai qu'on a rencontré avec Gérard Depardieu, on a rencontré 2 dominatrices, et il y en avait une qui était, enfin, je ne pouvais pas suivre dans ce qu'elle était, dans son attitude, dans sa posture, je dirais. Il y en avait une qui était une fille de pharmacien à Nice, et qui était assez intellectuelle, qui était une grande amie de Claude Sauté. D'ailleurs, il a fait un film qui s'appelle Mado. Et donc, on a beaucoup fréquenté cette dominatrice. Elle était au Châtelet, non, c'est ça? C'est ça. Et il y avait des dîners qu'elle faisait, et on y allait avec des amis. Et elle n'était pas du tout sophistiquée, d'ailleurs, de ses vêtements. Pas du tout. Là, c'est quand même une composition. Hein. Ouais. C'est une composition, mais j'ai fait. Je ne suis pas encore. Jusqu'à il y a 10 ans, je recevais des lettres de dominatrices du monde entier. Persuadée que j'étais une dominatrice moi-même. Mais en fait, ça nous a mis tellement en confiance d'avoir souvent cette femme, et de rire ensemble, et d'être avec Jean-Pierre Grassam, avec Bernard Schotter, tous ces gens-là, dans son sous-sol du Châtelet, que c'est devenu comme ça, je ne sais pas. Et puis, il faut dire que le partenaire de Depardieu, c'est quand même pas mal. Et puis, pour ceux qui ont vu le film, les clients de cette femme, de cette maîtresse, étaient des vrais, qu'est-ce qu'on peut dire? Soumis. Hein? Soumis, clients. Oui, des vrais, quoi. Des vrais... Amateurs, des habitués, des amateurs. Oui, leur sexualité différente de ce qu'on peut comprendre habituellement, et qui étaient très heureux d'être sur scène. Enfin, d'être sur scène, d'être dans un film. Et en fait, la dominatrice, c'est pas celle dont je parle, hein, où on allait dîner chez elle, c'est une autre, celle qui était un peu difficile. Elle avait dit à ses clients: vous viendrez demain à 7h du matin avec vos costumes et vous ne poserez pas de questions. Et Barbé lui a donné un cachet comme à une actrice.
à cette dominatrice. Elle a gagné de l'argent quand même en prêtant ses clients. De son temps et de son dispositif. Voilà. Oui, dans ces- Et eux étaient très contents finalement d'être là. Et il y en avait un qui était de Clermont-Ferrand d'ailleurs, et qui avait inventé une table pour s'écarteler. Mais il ne pouvait pas la développer, il pouvait pas l'ouvrir chez lui parce qu'il avait sa famille. Donc c'était l'occasion D'enfin l'essayer. voilà, d'essayer. Et puis il fallait tourner la manivelle. Mais pas trop. L'assurance ne suit plus. Alors là, il était dans une joie. Et puis, par contre, celui qui reçoit des coups de fouet, qui est attaché de dos, en fait, ils étaient tous masqués. Hein. Celui-là, il n'a pas voulu que ce soit moi, parce que moi, je ne sais pas faire marcher un fouet. Je l'aurais fait probablement trop mal, parce qu'il faut glisser le fouet, puis ensuite, couc, un petit truc. Enfin, donc, il a demandé que ce soit sa vraie dominatrice. Donc, j'ai enlevé ma perruque, j'ai enlevé mon costume, et j'ai été violée. Voilà. Donc, toute cette atmosphère était assez étrange et drôle, et on rigolait beaucoup. Le premier assistant, c'était Jean-François Stegna, qui mettait une ambiance formidable. Il y avait Gérard aussi, qui s'amusait beaucoup. Et tout ça, voilà, je ne sais pas quoi dire. Bon, il y a eu un petit problème parce qu'il y avait un de ces patients, clients, qui devait être un cheval. Donc il était à quatre pattes, il avait des harnais, et puis il fallait mettre les pieds dessus, et moi je devais mettre sur son dos, et puis tirer La nière, le mort. Voilà. Mais Nestor Almendros, qui était le chef opérateur, disait là un peu, parce qu'il y a des Cubains, un peu à gauche, s'il te plaît, pour la caméra, un peu à gauche. Et le cheval, le chien, voulait absolument pas bouger. Alors à un certain moment, Nestor a dit mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas continuer comme ça. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, la chaîne passer un peu à gauche? Alors, rien. Donc, finalement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai toujours cru que j'avais été doublée, mais il paraît que non, puisqu'on me voit en gros plan. Finalement, il a bougé, quoi. Et ça, c'était quelqu'un qui n'a pas pris de peau à la fin avec tout le monde, joyeusement, en trinquant champagne, etc. C'est quelqu'un qui est resté très secret, qui est parti avec son journal sur la bourse. Oui, c'est un journal des finances. Oui. C'était forcément quelqu'un qui s'intéressait de près au cours de la bourse. Et, enfin, voilà, il y a beaucoup d'anecdotes à dire sur ce film, excepte que c'était très joyeux. Ça ne représente pas les martyrs que peuvent subir ces gens, tels qu'ils le désirent d'ailleurs. Sans quoi ils ne l'appelleraient pas. Voilà. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu parles de ces gens qui sont des anonymes, qui ne sont pas des acteurs, qui sont dans une position, dans un rôle, que tu parles de Gérard Depardieu. Tout à l'heure on parlait de Pierre Clémenti, de Jean-Pierre Calfon, de Jean-Luc Bidot avec qui il a joué la Salamandre. Après tout, c'est tout seul qui a joué, on n'en finirait plus. Mais c'est que nous, quand nous journalistes, on t'interviewe toi, aujourd'hui tu es là en face de nous, on est obsédé par toi. Mais c'est important, un partenaire, des partenaires incroyables ou particuliers ou différents. J'imagine que ça influe peut-être sur ton jeu aussi, sur ta passion. Comment, bien sûr. Tu te mesures, tu trouves ta mélodie par rapport à eux, comment ça? Ah oui, c'est comme de jouer au tennis avec un mauvais joueur de tennis. Ça marche pas. Ça marche pas,
ça aide beaucoup. Et puis, je dois m'excuser auprès de mes partenaires de la Salamandre parce que je ne les ai pas nommés. C'est Jean-Luc Bidot et Jacques Denis. Et Jean-Luc Bidot, c'est quand même quelque chose aussi. Bon, on en est là. Avant de parler du film que beaucoup ont dû voir tout à l'heure à 2h de l'après-midi, qui est Le Pont du Nord, je veux qu'on parle de quelqu'un qui a compté beaucoup dans ta vie. C'est presque une partenaire, mais c'est plus qu'une partenaire, c'est une conscience, c'est Marguerite Duras. Oui. On va voir un film? Non, moi j'ai pas de film là, mais non, j'aimerais que tu me dises comment elle est, parce que je sais qu'elle a compté, Marguerite, pour toi. Oui, parce qu'elle a compté, parce qu'elle m'a appris, en même temps que Claude Régis d'ailleurs, à remplir les silences, c'est-à-dire à dire une phrase ou quelques mots de façon à ce que le silence donne la profondeur de cette phrase ou de ce mot. Et donc ça, j'ai appris ça avec Marguerite. C'est marrant que tu dises que c'est avec Marguerite que tu as appris ça, parce que quand on voit les films que tu as rencontrés avec Marguerite, c'est le milieu des années 70, c'est 75, 76. Tu as déjà, depuis 10 ans, tu tournes des films, et quand on les revoit, ça filme, moi qui étais dans la salle pour L'Amour fou, c'est des silences que j'entends tes silences dans le film. Et je sais que tu es déjà une actrice qui joue aussi bien avec ce timbre, incroyablement, cette mélodie qu'il y a dans ta voix et qu'on entend encore aujourd'hui cet après-midi, mais que tes silences sont tout autant. Et je sais que tu es une amoureuse des grandes phases de silence dans ta vie, dans tes journées. Il y a des journées où tu dis une phrase très belle dans le livre, je vais la noter là. Je suis addict à l'oisiveté. Cette oisiveté, c'est presque plus du silence, c'est des moments de rêverie, je sais que tu as ça. Et que ça a toujours été une part de ton jeu, mais unique, magnifique. Il y a un tempo, il y a une musique propre à Biologie. On pourrait par exemple ne pas regarder l'image et t'écouter jouer, et on est bercé, on est envoûté de la même manière que quand on voyait à l'écran. Il y a quelque chose qui passe par ce phrasé unique. Et c'est marrant parce que tu dis toujours que c'est Marguerite qui te l'a enseigné ça, mais tu l'as toujours eu. C'est peut-être pour ça que Marguerite a eu envie de faire des choses avec moi. Si tu le dis. Non, je l'entends. Moi, je l'adorais. Quel type de femme elle était, Marguerite? Elle était très drôle. C'est ce que les gens oublient. À une époque où je l'ai connue, elle était considérée comme très austère, et très sévère, et très désagréable, et très autoritaire, mais c'était pas vrai du tout. Elle était très drôle et très curieuse du monde, de ce qui l'entourait, de sa concierge, si elle avait bien, si la poubelle n'était pas trop lourde cette nuit-là. Par exemple, des choses comme ça, des petites choses de la vie. Elle était très... parce qu'on ne va pas parler de son écriture. Non. Hein? Mais de ce qu'elle était, justement, du rapport qu'elle avait de femme à femme. Alors, je ne sais pas. C'est-à-dire, une chose certaine, c'est qu'elle ne pouvait pas faire des films... oui, elle ne pouvait pas faire des films sans amour. D'ailleurs, ça se passait toujours chez elle, à Nouf-le-Château, ou au Roche-Noir, à Tourville. Et les gens qui travaillaient avec elle, c'était ou son fils, ou Bruno Huitaine, c'était un gang. Benoît Jacob. Jacob. C'est des gens qui fallait qu'elle soit. Ah, c'est drôle. Juste ouvrir le sac. Pour écrire toutes les fois. Tu as senti le vu? Non, c'était vraiment. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette relation. Très exceptionnelle avec Marguerite. Tu racontes une histoire géniale dans le livre, c'est qu'elle te demande, à toi et à Barbet, elle te demande
voiture dans Paris, et puis elle dit ah là c'est le Mékong. Vous êtes heureux parce que vous ne voyez pas le Mékong, mais vous êtes heureux de savoir qu'elle regarde une rue de Paris et qu'elle voit le Mékong. Oui, oui. C'est sublime ça. C'est vrai. Il y a tout Marguerite là-dedans. Ah, c'est le Mékong. T'as eu l'impression, au bout d'une dizaine d'années, comme ça, tu as tourné, tu constitues des personnages, tu dis, certains personnages se ressemblent, sont proches, ils ont tous un côté, il y a un côté voyou, les personnages. Dans l'extrême sophistication, au contraire, le côté oublié de Rosemonde de la Salamandre. Est-ce qu'à un moment tu t'es dit, tiens, ça constitue une famille de filles, de femmes, une forme de féminité qui est cohérente, alors que c'est pas forcément évident pour une actrice, on vous demande une actrice. Enfin, voilà, on est soumis à un scénario, à l'imagination, on est rêvé par quelqu'un d'autre. Moi j'ai l'impression quand je regarde tes films qu'il y a un peu d'une même femme qui se transforme d'un film à l'autre. Ah bon? Ouais. Mais comme tu es critique et Oui, j'envisage les choses sous le angle. de cinéma, entre autres, enfin surtout, Il faut. je t'écoute. Oh. Tu vois, c'est difficile de parler de soi comme ça. Mais toi, je dis ça parce que... Non, par exemple, dans le film de Céline et Julie vont en bateau, j'étais très heureuse de composer une femme qui était très sophistiquée, à l'envie, non, tu sais, elle était hémophile. J'avais décidé qu'elle serait hémophile, qu'elle aimerait les fleurs, mais que justement, puisqu'elle aimait les fleurs, elle se piquait avec les roses. Et j'avais toujours des attitudes de film des années 30 plutôt. Oui, parce que rétro, enfin, rétro, venant d'une époque, oui, des années 20, des années 30, du cinéma muet ou un peu de ça. Ça, c'est ce que j'ai. Dans Monde perdu. C'est ce que Jacques Rivette m'a donné comme liberté. Quand tu as tourné Le Pont du Nord avec Rivette, qui est passé cet après-midi, qui est passé à 2h d'après, est-ce que tu avais l'impression de reprendre de reprendre un personnage qui existait déjà avant ta filmographie? Ah oui, oui, oui. J'avais envoyé une lettre à Jacques en lui disant ce serait bien que, puisque j'ai fait la 3e génération de Fassbinder, j'ai fait qui est un film sur le terrorisme en Allemagne, un groupe de terroristes, de reprendre cette femme française j'étais censée être un professeur là-bas en Allemagne, et elle revient à Paris après ses années de tôle. Et si on partait de là pour faire un film, c'est la première fois que j'ai demandé à un metteur en scène quelque chose. Faites pas ça en général, demander quelque chose à quelqu'un, à un metteur en scène. Non, ben non. Je déconseille vivement. Alors, je crois que ça lui a plu, Jacques, et l'idée de venir d'un autre film en tant que cinéphile, comme toi, ça lui a plu, l'idée de venir, de sortir d'un film de Fassbinder et de commencer à réfléchir à une histoire et un scénario à partir de cette proposition que je lui ai faite. Alors que j'étais en Suisse, j'étais en train de tourner un film suisse avec Francis Rosser, avec Michael Lonsdal. Et donc, il a pris au mot. Et après, pour expliquer le fait qu'on faisait ce film, comment tu as dit tout à l'heure à propos de ton film, d'une manière pirate, un peu. Pirate, Ouais. oui, sans. Pirate, oui. Parce que il a tourné avec très peu de moyens, Jacques. Il a tout prévu en extérieur pour ne pas avoir de lumière, pour ne pas avoir d'équipe lourde, de lumière ou oui, machinaux. toute la lourdeur d'un tournage en appartement, il faut amener des lights, il faut amener des
sans demander d'autorisation non plus à la ville de Paris. Donc c'est un film qui est sur Paris. Il voulait faire un film, son premier film étant Paris nous appartient. Il voulait faire un film 20 ans après sur Paris. Et d'ailleurs, Paris est la vraie actrice ou le vrai acteur de ce film. Ouais. Il y a une autre actrice dans le film. Et il y a Pascal Augier, ma fille, et puis Pierre Clémenti, ça faisait un moment qu'il voulait nous réunir. Donc c'était l'occasion. Et Non, mais c'est un film que. et peut-être que les gens veulent poser Voilà, des questions. il y a des gens qui l'ont vu. Voilà, mais c'est un film où on te voit avec Pascal et on vous voit jouer, par exemple. Il y a une sorte de Marel à un moment donné. Vous inventez des chorégraphies, des choses qui sont incroyablement belles. Et oui, parce qu'il a décidé que ce serait un jeu de loi, hein, Paris. Et donc on se déplaçait comme dans un jeu de loi. Et il nous avait donné, pour avoir quelques petites choses sur lesquelles on pouvait travailler, Don Quichotte. Et Pascal avait décidé qu'elle serait Don Quichotte, et donc la Rocinante c'était son Solex, et son mot c'était son casque de moto, et elle avait des hallucinations comme Don Quichotte, avec des publicités, avec les lions de Paris, qui sont très beaux, très bien filmés. Et moi, j'étais un Sancho Panza, pas vraiment. Et il nous avait donné comme si, parce que j'avais toujours ma gourde quand même remplie d'alcool, en principe. Et puis il nous avait donné aussi comme piste l'épouvantail de... Non, c'est l'épouvantail. Macadam Cowboy. Macadam Cowboy. Oui, le film de Céline Dion. Celui-là avec Dustin Hoffman et... Pour le couple que vous formiez avec Pascal, toutes les deux. Voilà. Le vieux cow-boy et le jeune cow-boy. Qui déambule dans New York. Oui, j'adore ce film. J'ai jamais pensé au Pont du Nord en imaginant Pascal et toi comme Macadam Cowboy. C'est génial. Maintenant que je le vois, c'est génial. Ça vient de loin quand même. C'est fort. Voilà. Est-ce qu'effectivement, je vais proposer. Voilà, j'allais dire si vous avez des poser des questions. Voilà, je suis là. Et surtout, vous devez être fatigué. Mais surtout, il reste 10 minutes et après c'est fini en fait. On est Question. Une question. Soyez pas timide. Je prends les micros. Merci. Bonjour, madame. Donc je suis jeune, donc je ne vous connaissais pas en tant qu'actrice. Et je connais par contre le Capitaine de Marlowe, la série du Capitaine de Marlowe, qui passe à la télévision. Voilà. Et vous avez joué dans une série, dans un épisode de cette série, et pourquoi vous n'avez pas continué? Et puis je profite pour poser une deuxième question en même temps. Catherine Deneuve, elle n'a pas joué avec vous non plus. Pourquoi? Parce que j'aurais bien aimé vous voir avec Catherine Deneuve. Voilà. Parce que vous avez à peu près le même âge. Voilà. Catherine Deneuve, je sais pas, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide là. Capitaine de Marlowe, c'est parce que comment elle s'appelle, José Dayan. Elle a son capitaine Marlowe et elle a des invités sur chaque épisode. Voilà. Est-ce que quelqu'un pose une question? Bravo. Et Catherine Deneuve, je ne sais pas, on ne nous a pas demandé d'être ensemble. Et puis,
Catherine, elle est plutôt toute seule, en général, avec un homme. Ouais, ouais. Non, c'est intéressant, parce que hier j'étais avec Catherine ça, et qu'on a parlé beaucoup de ça, de ce qu'elle aimait dans les films, et même dans la vie, c'est des moments d'intimité, de pure intimité. Très peu, finalement, c'est pas une actrice qui aime être dans un film choral où il y a un personnage féminin, pour elle, est dans une relation quasiment exclusive avec un autre personnage masculin. Peut-être éventuellement un deuxième personnage masculin pour qu'il y ait une tension. Non, mais effectivement, mais ça dit beaucoup aussi pourquoi finalement deux actrices qui se connaissent, qui appartiennent à la même génération beaucoup, donc partagent les cinéastes, ne jouent pas ensemble. C'est très difficile de faire cohabiter deux actrices. Donc pour un cinéaste. Mais Catherine Deneuve a toujours été très aimable avec moi, et plus que ça, particulièrement à la mort de Pascal. Oui, bonjour. Si la question n'est pas trop indiscrète, je voudrais vous demander vous interroger sur le choix de votre nom d'artiste. Alors, sur le nom, on a eu la réponse au début de la séance, je pense, mais sur le prénom, Bulle, qui est un très beau prénom, je voudrais savoir si vous acceptez de me dire « je suis là ». Si vous acceptez de me dire pourquoi vous avez choisi ce nom, sachant que notre premier enfant se serait appelé Bulle, si ça avait été une fille. Ton choix de nom et de prénom d'artiste. Et monsieur précisait que si votre premier enfant avait été une fille, vous l'auriez appelé Bulle. Donc c'est un prénom très particulier. Très touchée. Merci, je suis très touchée. Et donc votre premier enfant, c'était un garçon. Et vous en avez eu d'autres après? On va changer d'avis. Et pourquoi Bulle? Alors pourquoi Bulle? Hein? Pourquoi Bulle? Ah, pourquoi Bulle? Parce que le frère de ma mère, quand elle était enceinte, d'ailleurs c'est dans le livre, quand elle était enceinte, il lui demandait toujours comment va ta bulle. Voilà. Elle va bien. Merci. Elle va bien, merci. Une dernière question. Une dernière question. Allez-y, monsieur le bâtiment. En fait, quand on vous écoute, on a l'impression que votre carrière entière n'a pas forcément été de votre part des choix, ça a été un petit peu, vous avez suivi un mouvement, vous avez suivi des personnes, vous avez suivi vos émotions. Est-ce que c'est ça ou pas? Est-ce que c'est ça ou pas? Dans votre carrière, dans votre développement de carrière. On n'a pas l'impression que vous ayez fait des choix déterminés, prédéterminés. On a l'impression que vous avez suivi un petit peu un chemin là où vos émotions vous emportaient. Le flux plus que la stratégie, je veux dire. Oui, mais j'ai quand même fait des choix, malgré tout. Enfin, je ne recommanderais pas à une jeune actrice de faire la même chose que moi, mais j'ai quand même fait des choix qui m'ont donné, qui m'ont aidé dans la vie, tout simplement. Je veux dire, même si les hasards m'ont poussé, le vent m'a poussé là ou là, je pense que j'ai fait des choix de ne pas faire certains choix. oui. T'as une phrase, elle me revient en mémoire, t'as une phrase géniale dans le livre. J'aime tellement ce livre que j'ai lu 3 fois, donc je peux maintenant le réciter, je peux le jouer sur scène, dans un théâtre, à La Roche-sur-Yon. Et tu dis, j'ai mon petit snobisme. Ton petit snobisme, c'est d'être, dans cette phrase, c'est d'avoir été une actrice plus de cinémathèque. C'est ça que tu dis dans les livres. Qu'une actrice, tu as une expression comme ça, qu'une actrice grand public. Et
effectivement, quand vous posez, madame, la question, effectivement, moi, j'ai toujours l'impression chez Bulle qu'il y a ce côté Bulle, effectivement, presque aérien, enfin, qui flotte dans l'air. Et en même temps, je sais, quand on voit la filmographie de Bulle, je ne vois que des merveilles, mais que des choix, que des choix très forts, que des choix de films, des choix de cinéma, des choix d'aventure collective, des choix de partenaires, des choix. Je peux quand même me vanter un peu. Dire que j'ai fait certains choix que après les grands noms du cinéma ont suivi. Par exemple, comme Manuel de Oliveira, où c'était plus souterrain, ou Werner Schroeter, où j'étais quand même la première au... Quoi ? Quand tu joues avec Oliveira, tu joues Monca. Oliveira n'est pas du tout le cinéaste dont on va ensuite entendre parler. Alors qu'il est très vieux, il est déjà très très vieux, mais il a arrêté pendant des années, ce cinéma est devenu à peu près obscur. Tu fais Monca avec lui au début des années 80, et tout au long des années 80, les années 90 et les années 2000, puisque la carrière de Manuel est allée très très loin, jusqu'à 106 ans, 107 ans, son nom n'a cessé de monter, de rayonner, de symboliser le cinéma. Mais quand toi tu fais le choix d'aller rejoindre Oliveira sur Monca, Oliveira est presque plus personne ne sait qui c'est. Oui. Et on est au début des années 80. Et il renaît à vie. Enfin, Monca est un film incroyable, ça aussi c'est encore un autre film limite. T'accompagnes Rivette, même quand le moment où Rivette disparaît, t'es là, et quand Rivette remonte, voilà. Beauvois, tu fais Nord de Beauvois, et c'est son premier film. Et tu fais La Mer, et tu l'avais rencontré comme assistante d'ailleurs sur Oliveira. Tu fais des choix, et ces choix-là, après, il y a pas mal de gens qui suivent. t'as du flair. T'as pas oublié d'avoir du flair. Hein ? T'as pas oublié d'avoir du flair. D'avoir... Du flair. Ah oui, d'avoir du flair. Oui. T'as pas oublié ça. Bon, je pense que Ça, on a tout dit. d'en avoir assez, ça suffit.